Ça va relancer notamment l'idée du retour en Afrique. Ça va marquer le point de naissance d'un mouvement politico-culturel qui est le Rastafari, qui aura aussi des connexions très intéressantes avec la mouvance panafricaine. Et en même temps, ça va amener un certain nombre de militants noirs, antillais et africains à se fédérer autour de l'Éthiopie. Dans les différentes villes occidentales, il y aura toujours des réseaux, des ambassades éthiopiennes, des réseaux éthiopiens qui vont structurer les milieux sociaux africains. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est essentiel dans les formes de solidarité qui vont apparaître par la suite. Un autre courant qui apparaît aussi, donc c'est le courant de la négritude, au début des années 1930, donc principalement dans l'espace francophone, qui est en connexion avec ce qui se passait en Haïti depuis la fin du 19e siècle, donc tout le courant de revalorisation de l'homme noir, tout le courant de réinvestissement de l'identité africaine, de l'identité négro-africaine, donc Haïti. Et en 1935, donc 5 ans après le couronnement d'Haïlé Sélassié, intervient la fameuse guerre d'Éthiopie, menée par Mussolini. Mussolini qui veut prendre sa revanche sur la défaite d'Adwa de 1896 et qui décide tout simplement d'attaquer l'Éthiopie sans aucune déclaration de guerre, en prétextant là encore le fait que l'Éthiopie n'aurait pas respecté un traité qu'elle aurait signé avec l'Italie, en prétextant également un incident diplomatique, à savoir que un poste frontalier avec l'Érythrée qui était occupé par l'Italie, il y a un soldat éthiopien qui, sans faire attention, aurait tiré un coup de feu. Donc ensuite l'Italie va demander à ce que Ménélique, ou en tout cas un officiel éthiopien, vienne présenter des excuses en s'agenouillant devant le drapeau italien à la frontière. Donc, Haïlé Sélassié, pardon, pas Ménélique. Donc Haïlé Sélassié va dire c'est un petit peu abusé, c'est un petit peu trop. Et ce petit incident va servir une fois encore de casus belli. Un petit flashback, ce type d'incident, en fait, ce sont tout le temps des faits utilisés pour agresser l'Afrique. C'était déjà le cas, par exemple, dans le cas de Béhanzin, au niveau du Dahomey. C'était l'incident du Topaz. Le Topaz, c'était le bateau du gouverneur résident de Porto Novo. Donc à l'époque, Porto Novo était sous protectorat français et le royaume d'Abomey était dirigé par Béhanzin. Donc le gouverneur français se rendait à Porto Novo sur sa frégate, le Topaz. Il y aurait un soldat de Béhanzin qui, par mégarde, aurait tiré un coup de feu. Donc le gouverneur français a dit qu'un soldat de Béhanzin a tiré sur le bateau du gouverneur français, donc c'est une déclaration de guerre. Donc la France va utiliser ce truc-là pour déclarer la guerre à Béhanzin à cette époque-là. Et ce sera constamment pareil. Même au XXe siècle, beaucoup de guerres menées contre les Africains, ça parle de trucs qui ne veulent rien dire. On trouve un petit détail, on dit oui, là il a mal signé, là il n'a pas dit, il a dit oui peut-être, il n'a pas dit oui, on va lui déclarer la guerre. C'était déjà pareil à cette époque-là. Donc l'Éthiopie, à l'époque, était membre de la Société des Nations, donc va réclamer l'assistance de la communauté internationale, qui porte très mal son nom, puisque la communauté internationale va organiser au contraire une réunion pour discuter du partage des eaux du Nil bleu, donc le partage indirect de l'Éthiopie, le dépeçage de l'Éthiopie, qui jusque-là était indépendante. Et donc Mussolini va attaquer l'Éthiopie en utilisant du gaz qui sera ensuite utilisé contre les Juifs. Donc la Deuxième Guerre mondiale commence véritablement par l'agression de l'Éthiopie en 1935. Haïlé Sélassié va tenter d'organiser la résistance, mais il va constater très rapidement qu'il n'y a pas possibilité de résister très longtemps. Donc il va partir en exil, d'abord à Jérusalem, puis ensuite à Londres. Et donc une fois qu'il sera à Londres, il y a tous les militants noirs, africains et antillais, panafricains, qui vont converger vers l'Angleterre et qui vont commencer à l'entourer et tenter en fait de l'assister dans la défense de l'Éthiopie par rapport à l'agression italienne. Donc il y a une délégation qui sera envoyée aux États-Unis, qui sera conduite par un monsieur qui s'appelait Malekou Bayen, qui était le docteur personnel donc, de l'empereur Haïlé Sélassié, qui était assisté également donc d'un assistant qui lui était haïtien. Donc il y avait des liens encore entre Haïti et l'Éthiopie à cette époque-là. Et lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, eh bien, ils vont créer une association qui s'appelle la Fédération mondiale éthiopienne,
Et c'est cette fédération mondiale éthiopienne qui va coordonner toute l'aide, notamment l'aide humanitaire des Noirs américains envers l'Éthiopie. Donc c'est un réseau d'aide humanitaire qui sera totalement indépendant des structures impérialistes et colonialistes à cette époque-là, qui sera intégralement géré par des Africains. Donc ça existait déjà à cette époque-là, ça a été mis en place au moment de la guerre de l'agression de l'Éthiopie par l'Italie. Malheureusement, tout cela sera démontré par la suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est encore à implorer Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc. Et qu'on a un gros problème avec les ONG sur ces types de missions humanitaires, notamment dans les situations de guerre. Donc là encore, il y a une expérience de l'Éthiopie et des milieux panafricains à cette époque-là qui a marché, puisque le soutien envers l'Éthiopie sera massif, soutien médical, soutien militaire, soutien financier, hein, et également, donc un soutien idéologique. Donc il y a un certain nombre de journaux qui vont être créés à cette époque-là, qui vont défendre le cas de l'Éthiopie. Il y a des livres qui seront publiés. L'un des plus importants, c'est Les Jacobins Noirs, qui sera écrit par Cieler James, qui raconte l'histoire de la révolution de Saint-Domingue. Et ce livre-là sera publié en 1938, et c'est le premier livre d'histoire panafricain. C'est un ouvrage dans lequel James explique comment Toussaint Louverture a fait pour libérer Haïti. Il explique très clairement qu'il fallait connaître la stratégie des Britanniques, des Français et des Espagnols, et les faire jouer les uns contre les autres pour ensuite se libérer. Donc c'est un ouvrage qui analyse réellement la géostratégie et les relations internationales, et qui montre qu'on ne peut pas libérer un État africain tant qu'on n'est pas capable de lire les relations qui unissent ceux qui se sont unis uniquement pour nous opprimer. Puisque les nations européennes se battaient entre elles en Europe, mais elles se battaient également en Afrique. Sauf que lorsque des Africains essayaient de profiter de la division des Européens en Afrique, eh bien les mêmes Européens qui se battaient en Europe faisaient l'unité en Afrique contre les Africains. Dans le cas du Cameroun, dans le cas de la Namibie, etc., les Français et les Allemands qui ne s'entendaient pas en Europe, quand ils voyaient que des Africains étaient capables de s'unir au niveau du Togo, au niveau du Cameroun, etc., eh bien là, ils faisaient bizarrement alliance. Donc ils savaient très bien où étaient leurs intérêts. Et dans le cas de Haïti, en fait, Toussaint Louverture a été capable de lire justement ces différents niveaux de relations entre les puissances impérialistes et de faire en sorte de les déminer d'une certaine manière. Donc c'est un ouvrage qui est extrêmement important et qui, à mon sens, est un peu l'équivalent du Prince de Machiavel pour tout dirigeant panafricain. À mon sens, aucun homme, aucune femme africain ne devrait se voir remettre une arme tant qu'il n'a pas lu cet ouvrage-là, parce que c'est vraiment l'art de la guerre qui est expliqué dans ce livre-là. Il y a également donc des revues, donc notamment l'Étudiant Noir, qui se constitue à cette époque-là dans l'espace francophone. Donc, dans les années 30, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un foisonnement d'initiatives, il y a des réseaux qui se mettent en place dans tous les sens, et qu'il y a la nécessité de les réorganiser dans justement l'optique d'un congrès panafricain. Donc l'idée d'un 5e congrès panafricain va apparaître à partir de 1941. Donc 1941, l'Éthiopie est libérée. Alors officiellement, dans les livres, on dit que l'Éthiopie est libérée par les armées britanniques. Mais il faut comprendre que les armées britanniques à l'époque, c'était des soldats du Nigeria, du Kenya, etc. C'était pas des soldats qui venaient de Londres, de Manchester, etc. C'était des soldats africains qui se battaient sous l'ordre d'un lieutenant qui était irlandais, qui lui-même avait un colonel qui était britannique, etc. Mais c'était des soldats africains qui ont libéré l'Éthiopie et qui ensuite ont libéré une autre partie de cette région du continent. Puisque, ce sera un peu compliqué, mais quand l'Italie occupait l'Éthiopie, les Britanniques étaient présents en Somalie. Et quand les Britanniques vont chasser donc les Italiens d'Éthiopie, l'Italie va déclarer la guerre à la Libye. Donc, en fait, les guerres entre les puissances européennes, coloniales, occidentales, tout au long du XXe siècle, vont souvent utiliser l'Afrique comme vase communicant. Et c'est encore le cas aujourd'hui, notamment dans le cas de la recolonisation. Il y a vraiment des guerres par procuration qui circulent de manière un peu périphérique. Et aujourd'hui, j'y reviendrai à la fin de l'exposé.
Donc cette situation extrêmement confuse, cette effervescence de mouvement, cette effervescence d'organisation, de causes à défendre, implique de relancer la dynamique panafricaine. Donc en 1945, on va organiser un congrès à Manchester qui sera le 5e de l'histoire, le plus important, où il y aura des figures très importantes, notamment Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta. Et au terme de ce 5e congrès panafricain, on va réellement acter la nécessité d'arriver aux indépendances par tous les moyens nécessaires, à la fois par la stratégie du dialogue politique, mais également par la capacité à invoquer le droit à prendre les armes. Parce que ce sont aussi les Africains qui ont combattu dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, qui ont libéré notamment une grande partie de l'Europe, et qui ne se sont pas vus reconnaître les droits auxquels ils avaient droit. Pire, ils seront réprimés, notamment dans le cas donc, des tirailleurs sénégalais à Tiaroy en 1944, puis aussi dans ce qui se passera également donc, en Algérie et à Madagascar, et un peu plus tard au Cameroun. Donc là, il y a une conscience panafricaine qui devient de plus en plus forte et qui va aussi s'appuyer sur de nouvelles générations, donc des Africains qui sont nés dans des cadres beaucoup plus restreints, beaucoup plus stricts, dans des cadres coloniaux et qui justement tentent de briser ce cadre colonial, de briser le paradigme colonial. Donc l'un d'eux sera notamment Cheikh Anta Diop, qui va être l'une des figures très importantes dans le cadre donc, des débats autour du fédéralisme et du panafricanisme dans les années 50, 60, 70. Un autre sera Frantz Fanon, Amilcar Cabral. Bref, ce sont des personnages qu'il faut connaître au-delà de leur aspect purement scientifique et purement militant. D'autres personnages également qui me semblent importants à connaître parce qu'ils sont moins connus dans l'espace francophone, donc c'est Cieler James, donc celui qui a écrit le fameux ouvrage donc, sur les Jacobins noirs, qui la même année écrit un autre ouvrage sur une histoire des révoltes nègres, dans lequel il fait l'histoire de toutes les révoltes qui ont été menées par les Noirs, à la fois en Afrique. Donc il fait par exemple référence à John Chilembwe en 1915 au niveau de ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe, et également donc à des révoltes qui ont eu lieu aux États-Unis, notamment les révoltes des Marrons également à la Jamaïque. Une autre figure, Georges Padmore, qui a écrit un ouvrage très important qui s'appelle Panafricanisme ou communisme, qui, à mon sens, n'est pas assez connu et devrait être davantage lu. Je discutais avec un aîné il y a quelques temps, il me disait que tous ceux de sa génération, ils avaient lu Panafricanisme ou communisme. Parce que c'était vraiment l'ouvrage qui permettait de se positionner idéologiquement sur le chemin que l'Afrique devait choisir avant d'aller à l'indépendance. En fait, c'était l'idée qu'avant de devenir indépendant, il fallait savoir concrètement qu'est-ce qu'on voulait après l'indépendance. Et c'est ce qui est abordé dans cet ouvrage-là de Padmore, qui aborde aussi des cas très concrets. Malheureusement, Padmore, il a aussi une vie très très passionnante, mais que j'ai pas le temps de résumer. Il est né à Trinidad, il part aux États-Unis. Aux États-Unis, il tente d'ouvrir une association d'étudiants africains avec Nnamdi Azikiwe, qui sera le premier président du Nigeria. Ça marche pas. Il part en Europe, il devient communiste, il est envoyé à Moscou. À Moscou, il commence en fait à déranger les milieux communistes en posant la question des Noirs. Donc on décide de l'envoyer en Autriche, à Vienne, parce que là-bas, il n'y a aucun Noir. Donc on se dit, bon, on va l'envoyer là-bas, il sera tout seul, il n'y a pas de Noir, etc. Au bout d'un moment, il comprend qu'il est un peu l'idiot utile des communistes. Donc il va sortir du parti communiste. Ça va être l'un des premiers à le faire. Il y en aura beaucoup d'autres qui le feront après, comme Aimé Césaire. Et il va ensuite s'installer donc en Angleterre. Et depuis l'Angleterre, il va fédérer tous les mouvements syndicalistes africains. Donc tous les syndicats de paysans, d'agriculteurs, etc. dans tout le continent africain, il va leur écrire. Et c'est lui qui va organiser le 5e congrès panafricain. Par la suite, il sera le conseiller aux affaires africaines de Kwame Nkrumah, quand Nkrumah sera Premier ministre du Ghana, mais il va mourir très rapidement en 1959. L'autre personnage, Jomo Kenyatta, là aussi c'est un personnage qui est très intéressant et très important justement dans cette prise de conscience, dans cette désaliénation. Il est originaire du Kenya. Il avait un nom de colon au départ, Maurice Johnston ou quelque chose comme ça. Et il fait partie de ces figures qui vont prendre un nom africain, donc Jomo Kenyatta, et qui d'abord effectivement va être envoyé
pour étudier en URSS. Lorsque Padmore explique que les communistes, en fait, ils ne cherchent qu'à profiter de l'Afrique, comme les capitalistes, c'est la même chose. Donc Padmore va le rapatrier en Angleterre, donc il va le réformer un petit peu en Angleterre, et Kenyatta sera aussi une des figures les plus marquantes du combat panafricain, même si par la suite, il va un peu retourner sa veste et participer davantage au courant libéral qui va émerger dès les années 60-70 au Kenya, notamment en lien avec le père du fameux premier président noir des États-Unis. Un autre personnage, Ras Makonnen, mais aussi une histoire passionnante, un gars qui vient de Guyana, qui s'appelle Georges Griffith au départ, qui décide aussi de prendre un nom africain, Ras Makonnen, qui part ensuite étudier l'agronomie au Danemark, qui dénonce l'utilisation du gaz, le fait que le gaz utilisé contre les civils éthiopiens est fabriqué par une entreprise danoise, donc il est expulsé du Danemark, il arrive en Angleterre. En Angleterre, il rencontre la première femme de Marcus Garvey, avec elle, il va l'aider à créer plusieurs centres communautaires. Et il va également créer 2 restaurants et 2 boîtes de nuit où tous les soldats noirs américains vont venir pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc avec l'argent récupéré au sein de la communauté, il va financer le congrès panafricain de 1945. Donc là encore, c'est des choses très concrètes. C'est pas un gars qui rêve, c'est pas un rêveur, c'est des gars organisés. C'est très souvent quand on parle des panafricains, ils sont des rêveurs, etc. Non, ce sont des gars très organisés qui savent lever des fonds, énormément de fonds quand il le faut, parce que tout ça a été autofinancé. Il n'y a aucun État qui leur a apporté quoi que ce soit. Hein, donc ça, c'est très important. Quand j'attendais là à la sortie du train, j'ai vu des frères, je leur ai demandé s'ils étaient de Perchen-Soumozia, ils m'ont dit non, nous on n'est pas des intellectuels, on vend des voitures. Mais bon, c'est pas contradictoire. Il y a des intellectuels aussi qui achètent des voitures. Il y a aussi des vendeurs de voitures qui sont des intellectuels. Donc ces personnages-là, ils avaient tout, ils avaient l'aspect pratique et l'aspect en même temps théorique. Et c'est justement ça qui faisait, d'une certaine manière, leur intérêt. L'autre personnage, c'est Paul Robeson. Paul Robeson, c'est l'un des plus grands chanteurs de l'histoire américaine. Quand on entend son nom, on n'imagine pas forcément que c'est un noir, mais quand on entend sa voix, il n'y a qu'un noir qui peut avoir une voix pareille.